Il pensait être plus malin que tout le monde. Il pensait que son secret était enterré à jamais. Il riait au tribunal, se moquait des familles des victimes, jusqu'au jour où celui qu'il croyait être son ami l'a trahi devant toute la cour. Voici l'histoire glaçante de Bryce Rhodes, un rappeur de Louisville qui croyait avoir échappé à la justice. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Il se tenait là, dans la salle d'audience, comme s'il était au-dessus de tout le monde. Pas un signe de stress, pas une once de remords. Au contraire, il souriait. Un sourire froid, presque moqueur. Cet homme, c'était Bryce Rhodes, un rappeur local de Louisville qui pensait être intouchable. Il n'était pas seulement accusé d'un crime grave. Il était accusé d'un double meurtre d'adolescent, un acte d'une brutalité inimaginable. Et pourtant, face aux juges, aux jurés et aux familles effondrées des victimes, il gardait cette attitude arrogante, comme si tout cela n'était qu'un spectacle dont il était la vedette. Lorsque le juge lui demanda pourquoi il souriait, Bryce répondit avec un calme désarmant. « Parce que je peux. » Un silence lourd tomba sur la salle. Le juge fronça les sourcils. Les familles des victimes, déjà à bout, furent submergées par la colère. Mais Bryce continua. Il haussa les épaules, ricana légèrement, et lança. Ce n'est pas un crime de sourire. Il ne semblait pas comprendre, ou peut-être s'en fichait-il complètement, que son comportement ne faisait qu'aggraver son cas. Chaque sourire, chaque provocation, chaque regard insolent vers les familles, c'était comme une gifle pour ceux qui avaient perdu leurs enfants. Le juge tenta de le raisonner. « Monsieur Rhodes, vous avez beaucoup à perdre. Ce n'est pas le moment d'irriter tout le monde. » Mais Bryce resta de marbre. Il répondit, avec la même désinvolture. « Je ferai ce que je veux. » Cette phrase, à elle seule, résumait tout. Bryce Rhodes vivait dans une illusion de contrôle. Il pensait que rien ne pouvait l'atteindre, que son intelligence, sa réputation et son sang-froid suffiraient à le protéger. Pour lui, la justice n'était qu'un jeu. Et dans ce jeu, il se voyait comme le seul joueur invincible. Ce comportement déroutant ne passa pas inaperçu. Les médias locaux commencèrent à parler de lui, à le décrire comme l'accusé le plus arrogant du Kentucky. Certains disaient qu'il jouait un rôle, qu'il essayait de donner une image forte pour sa carrière de rappeur, pour impressionner ses partisans. Mais d'autres voyaient plus loin. Ils voyaient un homme qui se cachait derrière le sarcasme pour masquer la peur. Car en réalité, malgré son attitude hautaine, les murs se resserraient autour de lui. Les enquêteurs travaillaient jour et nuit pour reconstituer ce qui s'était passé. Ils savaient qu'il y avait des témoins, quelque part, silencieux, terrorisés. Et même si Bryce croyait avoir tout effacé, les preuves, les liens, les traces, il ignorait qu'une seule chose ne s'efface jamais, la conscience de ceux qui ont vu. Chaque mot qu'il lançait contre le juge, chaque sourire narquois qu'il offrait aux caméras, n'était qu'une manière d'affirmer son pouvoir. Mais en vérité, il signait lentement sa propre chute. Car dans cette même salle où il riait, quelqu'un d'autre l'observait. Quelqu'un qui avait été là le soir du drame. Quelqu'un qui savait tout. Et ce quelqu'un, bientôt, n'allait plus se taire. Abonne-toi si tu veux découvrir chaque semaine des histoires vraies où l'arrogance rencontre la justice. Tout commence par ce qui devait être une simple soirée entre amis. Une poignée de jeunes, de la musique, un peu d'alcool, de la fumée, des rires. Parmi eux, Bryce Rhodes, un rappeur local connu dans les rues de Louisville, fier, charismatique, mais aussi imprévisible. Et deux adolescents, Larry et Maurice, deux frères inséparables, à peine sortis de l'adolescence. Ils cherchaient juste à passer du bon temps. Mais ils ne savaient pas qu'en franchissant la porte de l'appartement de Bryce, ils entraient dans un piège dont ils ne sortiraient jamais. Les témoignages recueillis plus tard décrivent une atmosphère lourde, presque électrique. La musique tournait fort, les voix s'élevaient, la tension montait. Une dispute éclate. Personne ne se souvient vraiment de quoi il s'agissait, une parole de trop, un regard mal pris, un geste mal interprété. Mais cette dispute va tout déclencher. Maurice, l'un des deux frères, saisit un couteau. Il ne s'en sert pas. Il le brandit simplement, par réflexe, pour se défendre ou peut-être pour se faire entendre. Mais Bryce, lui, y voit une provocation. Un affront. Devant ses amis, il ne peut pas perdre la face. Alors il s'avance, d'un pas calme mais menaçant, et arrache le couteau des mains du jeune homme. Puis, dans un geste de domination pure, il le gifle violemment. Ce simple geste, apparemment anodin,
sera le premier signe que plus rien ne sera normal ce soir-là. À partir de cet instant, tout bascule. Ce qui devait être une soirée banale devient un cauchemar orchestré par la peur et la soumission. Bryce prend le contrôle total de la pièce. Les rires disparaissent. Les regards se figent. Plus personne n'ose parler. Selon les déclarations d'un témoin, Bryce aurait dit ces mots. Ce soir, personne ne quitte cette maison. Les deux adolescents sont forcés de rester. Ils comprennent que quelque chose ne va pas, mais il est déjà trop tard. Les portes sont verrouillées, les fenêtres fermées. Et dans ce petit appartement sans issue, le temps s'arrête. Pendant des heures, ils sont humiliés, menacés, forcés à se taire. Le ton monte à nouveau. Bryce, qui semble perdre le contrôle, décide de pousser les choses encore plus loin. Il fait asseoir les deux garçons dans la salle de bain, les mains attachées, les yeux couverts. Et dans le salon, entouré de ses complices, il prononce une phrase qui glace le sang. On va voter. Ils vivent ou ils meurent. Un silence pesant tombe sur la pièce. Personne n'ose parler. Certains baissent les yeux. D'autres tremblent, incapables de réaliser que ce vote n'est pas une blague. Bryce, lui, sourit. Il observe les visages un à un, attendant qu'ils choisissent. C'est à ce moment-là que la peur devient l'arme la plus puissante de la pièce. Car quand un homme impose la terreur, même le silence devient une forme d'obéissance. Dans cette maison, deux adolescents pleurent, supplient, espèrent encore que quelqu'un va les sauver. Mais personne ne bouge. Et ce qui se passe ensuite sera raconté plus tard par celui qui, à ce moment-là, avait juré de ne jamais parler. Cette nuit-là, Louisville perd deux enfants. Deux vies brisées, deux familles détruites, et un quartier tout entier plongé dans la stupeur. Les corps sont plus tard retrouvés dans une maison abandonnée, calcinée, méconnaissable. L'horreur est totale. Et pourtant, pendant des années, aucune preuve directe ne relie Bryce Rhodes à la scène du crime. Pas d'empreinte, pas d'image, pas de témoin. Les enquêteurs ont des soupçons, mais pas assez pour condamner. Alors Bryce, sûr de lui, reprend son rôle de rappeur, de chef du quartier, convaincu que tout est derrière lui. Il s'affiche sur les réseaux, continue à se produire, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière ce sourire arrogant, la vérité n'a jamais cessé de respirer. Et dans l'ombre, un témoin vit avec le poids du silence, hanté chaque nuit par ce qu'il a vu. Son nom, Antoine Carter. Et bientôt, il va briser le pacte du silence, pour faire tomber celui qui pensait être au-dessus de tout. En décembre 2023, tout s'effondre. Un témoin se lève, Antoine Carter, l'un des amis les plus proches de Bryce. Devant la cour, il raconte l'impensable. Les deux jeunes victimes avaient supplié pour leur vie. Bryce, selon lui, aurait ordonné leur exécution. Il décrit en détail l'horreur, les adolescents attachés, bâillonnés, battus, puis poignardés. Antoine avoue avoir été forcé de participer, sous menace de mort. Il se souvient des cris étouffés, du sang sur le tapis, des draps qu'ils ont utilisés pour tout nettoyer. Et surtout, il raconte comment Bryce leur a fait voter pour décider si les garçons devaient vivre ou mourir. Un vote macabre qui scellera leur sort. Il raconte les détails que personne n'avait osé imaginer publiquement, comment les deux adolescents ont été enfermés, bâillonnés, humiliés, puis livrés à une décision collective qui ressemblait à un vote macabre. Il décrit la pièce, les draps utilisés pour contenir le sang, la façon dont on a tenté d'effacer les traces, et surtout la manière dont Bryce, selon lui, orchestrait tout, regardant ses complices comme un chef d'orchestre. Chaque phrase d'Antoine fissure un peu plus le mur de silence qui protégeait jusque-là l'accusé. Le récit est profondément humain. Il y a des hésitations, des regards vers la famille des victimes, des sanglots qu'il tente de retenir. Antoine dit, avec une honnêteté crue et douloureuse, qu'il a porté ce secret trop longtemps, qu'il aurait pu garder le silence et vivre libre, mais que sa conscience a fini par le ronger. Cette confession a le poids d'une délivrance et d'un aveu. Il ne cherche pas l'excuse, il cherche la vérité. La réaction est immédiate et violente. Les familles des victimes, qui pendant des années ont espéré un signe, entendent enfin des détails concrets. Certaines personnes dans la salle s'effondrent, d'autres restent figées, comme si le monde venait de perdre son dernier repère. Les journalistes présents comprennent instantanément l'importance du témoignage. Ce n'est plus une affaire de supposition, c'est un récit direct qui relie les pièces du puzzle. Pour la défense, c'est un coup terrible. Les avocats tentent de démêler les contradictions,
de pointer la mémoire floue, d'insinuer la peur et la pression subie par Antoine. Mais la précision des scènes décrites, la cohérence des détails, le vote, les draps, les voix, la mécanique des événements rendent ces mots difficiles à défaire. Et surtout, Antoine ne parle pas pour se soulager seul. Il accepte la responsabilité de son rôle et l'impact de son silence, ce qui ajoute une dimension morale à son témoignage que le jury ne peut ignorer. Lorsque le jury se retire pour délibérer, l'atmosphère est lourde. Les heures passent comme des années. Les visages de chacun semblent vouloir trier la balance entre doute raisonnable et évidence accablante. Puis, le 18 décembre 2023, la cloche du verdict résonne dans la salle. Coupable. Les mots tombent, nets, implacables. Pour la première fois depuis des années, une fin judiciaire s'impose à ce drame. Le lendemain, les médias reprennent en boucle les extraits du témoignage d'Antoine et les réactions des familles, des interviews pleines d'émotions, des visages marqués par la perte, des quartiers secoués par l'écho de l'affaire. La communauté, qui pendant longtemps a cherché des réponses, ressent à la fois une forme de justice rendue et une douleur renouvelée parce que la vérité, même dite, ne ressuscite pas les disparus. En mars 2024, lors de la lecture de la sentence, la lourdeur des mots du juge reflète la gravité du crime et la rupture morale qu'il représente. Bryce Rhodes est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Quand la sentence est prononcée, certains pleurent, d'autres restent silencieux, choqués par la finalité de l'acte judiciaire. Pour les familles, c'est une étape, pas une guérison, mais une reconnaissance officielle que la vie de leurs enfants ne sera plus jamais la même. Quant à Antoine, le tribunal reconnaît la complexité de sa position. Il a participé au drame, il a menti par peur, mais il s'est finalement levé pour dire la vérité. Le juge tient un discours mesuré. Il condamne l'implication d'Antoine dans la tentative d'effacer le crime, mais il souligne aussi la valeur de sa coopération. Antoine écope d'une peine notablement réduite, 10 ans, assortie de possibilités de libération conditionnelle en fonction de sa conduite et de sa réhabilitation. Ce compromis judiciaire suscite des débats. Pour certains, la réduction de peine est un prix acceptable pour obtenir la vérité. Pour d'autres, c'est une trahison de la justice. Mais au-delà des peines, ce procès laisse une trace durable. Il montre que le mensonge et le silence n'ont pas un temps indéfini. La vérité a éclaté, non pas comme une preuve technique apportée par un détective, mais comme la confession humaine d'un homme brisé. Elle a révélé les mécanismes d'une violence planifiée, la dynamique de groupe, la peur, la manipulation, et la capacité de certains à se cacher derrière l'arrogance pour masquer leurs actions. Après le procès, la ville ne revient jamais complètement à l'état d'avant. Les familles tentent de reconstruire une vie sur des ruines. Les amis et anciens complices regardent leurs propres reflets avec suspicion. Les jeunes du quartier entendent cet épisode comme une mise en garde. L'impunité peut sembler réelle, mais elle se fragilise dès qu'une conscience décide de parler. Au final, la chute de Bryce ne se résume pas à une peine prononcée au tribunal. Elle est d'abord morale et symbolique. Un homme qui se croyait intouchable a été confronté à la réalité la plus basique. Les actes ont des conséquences, et les vérités cachées finissent parfois par jaillir d'où l'on s'y attend le moins. Et c'est là la leçon la plus forte. Bryce pensait pouvoir se moquer du monde, effacer ses traces, tromper la justice. Mais le silence finit toujours par se briser. Et parfois, la vérité vient de celui qu'on croyait le plus fidèle. Si cette histoire t'a captivé, laisse un like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour d'autres récits où le mal finit toujours par payer. Et dis-moi en commentaire, si tu étais à la place d'Antoine Carter, aurais-tu eu le courage de parler ? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oublie jamais, le mensonge a des jambes courtes, mais la vérité, elle, finit toujours par courir plus vite.